Et en fait, les entreprises n'ont pas engagé dès le début 2022 des hausses de salaire importantes et se sont donné en fait la possibilité de s'ajuster avec le rôle des primes. Maintenant, sur 2023, les choses changent. Parce qu'on voit bien que l'idée d'avoir une inflation transitoire est maintenant passée par-dessus le bastingage. On est sur une inflation qui s'est installée un peu plus durablement. C'est une transitoire qui dure. On fait ça avec les impôts déjà, on connaît bien ça. Exactement, oui. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Depuis la crise Covid, l'économie française semble naviguer à vue. Beaucoup de gens l'avaient condamnée au chaos en 2020 et puis finalement on a su probablement faire un peu mentir les prévisions alors que notre pays semblait réemprunter le chemin de la croissance quitté donc en 2020. L'inflation est venue depuis ébranler cette dynamique, obstruer nos perspectives futures. Pour tenter de comprendre un petit peu les mécanismes à l'œuvre et définir avec finesse ce qui nous attend dans les prochaines années, nous avons le plaisir de recevoir le directeur de l'un des think tanks les plus pointus sur la question, Denis Ferrand. Denis Ferrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en économie, diplômé de l'université Pierre Mendès France de Grenoble. Vous êtes toujours directeur général, évidemment, de Rexecode depuis 2008. On avait dit qu'on se tutoyait, alors je vais te tutoyer. Tu es ancien président de la Société d'économie politique jusqu'en 2020, excellente société prestigieuse, et toujours vice-président, chargé de cours d'analyse de la conjoncture à l'Institut de gestion de patrimoine de l'université Paris-Dauphine, non moins prestigieuse, et membre de la commission économie, compétitivité et finances du MEDEF. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On la croyait disparue, l'inflation s'est rappelée à nous au sortir du Covid, il nous manquait que cette surprise-là. Elle atteint jusqu'à 16% sur certains produits de première nécessité, elle ampute évidemment le pouvoir d'achat des ménages et peut-être fait planer des menaces sur la consommation française. Alors, première question à 1 million d'euros, quand est-ce que l'inflation va refluer ? Quand est-ce qu'elle va refluer ? Tout dépend de ce que l'on appelle le reflux et jusqu'où nous amène le reflux. Elle devrait refluer à partir du second semestre 2023 pour ces déterminants très immédiats. Les déterminants que tu as évoqués, les 16% que tu évoques, ça porte sur l'alimentaire principalement. Elle a déjà reflué sur la partie énergétique. Donc c'est vraiment les déterminants premiers de l'inflation qui sont en train de refluer. Sur l'alimentaire, ce ne sera pas avant juin. Probablement que le pic de variation instantanée des produits alimentaires, des prix des produits alimentaires, ce sera en juin. Mais ensuite, elle devrait pouvoir refluer. Mais en même temps qu'elle reflue, elle change un peu de nature, elle change de véhicule, c'est-à-dire qu'elle va moins porter désormais sur des éléments très spécifiques que sont l'énergie et l'alimentaire et être beaucoup plus répandue dans l'ensemble de la gamme des prix et notamment dans les services. C'est un poste dont on ne parle jamais quand on parle d'inflation. Or, les prix des services, ça représente 50% du panier de biens de consommation des ménages. Tant que ça ? Là, oui, 50%. Et dans les services, qu'est-ce qu'on met par exemple ? On va mettre les services financiers, les services de communication, tous les abonnements que l'on peut avoir, les loyers également que l'on va régler, les services de transport. Ce sont des postes quand même assez lourds et qui représentent 50% du panier. L'alimentaire, c'est grosso modo 15% et l'énergie, c'est 9%. Mais le gros de la dépense des ménages porte sur des services. Ce sont souvent des dépenses préengagées sur lesquelles les ménages ne peuvent pas tellement arbitrer parce que c'est dans le cadre d'abonnements, donc sur lesquels ils ne peuvent pas revenir. Et ces dépenses-là, elles sont peut-être plus sensibles à des déterminants plus fondamentaux de l'inflation que vont être les évolutions de salaire, que vont être les évolutions de revenus. C'est-à-dire que derrière la bonne nouvelle que tu nous annonces, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin du pic, quand même tu nous expliques que l'inflation va revenir par la fenêtre, en quelque sorte, d'une certaine façon, et elle va revenir d'une façon différenciée et peser sur cette part terrible qui est les dépenses préengagées. Donc elle sait que par définition, on a beaucoup de mal à jouer sur elle. À la limite, on a plus de facilité à changer son profil de consommation alimentaire à la limite, plutôt que des dépenses préengagées qui dépendent donc d'abonnements, un loyer qui ne se change pas sauf à déménager. Donc ça veut dire que potentiellement, on n'est pas au bout de nos problèmes en fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que l'inflation pourrait porter désormais sur une gamme de produits ou de services sur lesquels les possibilités d'arbitrage sont en général un peu moindres. On ne va pas couper son abonnement Internet
son loyer, eh bien, on va devoir continuer à le régler. Idem pour se déplacer. Donc c'est vrai que les possibilités d'arbitrage sont plus faibles que ce qui peut se passer par exemple sur l'alimentaire. Ce que l'on voit actuellement avec la hausse des prix de l'alimentaire de 16% sur un an s'accompagne d'une baisse du volume de 9%. Mais cette baisse du volume, elle reflète principalement le fait qu'on n'achète plus de marques premium, par exemple sur ses pâtes, et on va acheter des marques premier prix. Ça, c'est une baisse de volume. D'où la chute du bio, par exemple. D'où la chute du bio. Là, ce sont des arbitrages qui se mettent en place. Est-ce que la possibilité d'arbitrage est la même à l'intérieur des services ? Ça, je pense que cette possibilité est plus faible. Mais surtout, ce que cela renvoie, c'est que on change de support d'inflation, moins d'alimentaire à partir de juin, probablement plus de services, et on va changer aussi de formation, de nature de l'inflation. On a une inflation par les coûts, ça c'est l'histoire de 2021, de 2022, on est en train de passer dans l'histoire d'une boucle prix-revenu de l'inflation. C'est-à-dire que les chocs de prix ont été suffisamment longs, suffisamment prononcés pour induire des réactions en termes d'évolution de revenus, des salaires et des profits également. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu des causes. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose au niveau des marges des entreprises ? Quelques personnes accusent éventuellement des endroits où des entreprises en auraient profité pour se glisser. Alors je trouve que c'est un débat important parce que évidemment, il fait entendre au loin l'idée d'un peu de profiteurs, voire de profiteurs de guerre, qu'on a vu avec certaines entreprises qui ont fait des gains importants grâce finalement à la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de ces causes inflationnistes aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que c'est le thème que l'on appelle la greedflation, l'avidité, l'inflation par l'avidité. Par l'avidité, ouais. Est-ce que c'est vérifié ? Pour l'instant, oui et non dans les chiffres. C'est-à-dire qu'on a bien sur la toute fin de période, pour ce que l'on peut en mesurer, à partir de données qui vont elles-mêmes être révisées, ce sont des données de comptabilité nationale, pour ce que l'on peut en mesurer jusqu'à présent, on voit que sur la fin d'année 2022, les marges unitaires, les marges que l'on dégage par unité de production, ont fortement contribué à l'inflation. Donc les entreprises ont augmenté leurs marges ? Donc les entreprises ont augmenté leurs marges à la fin de l'année 2022 relativement au troisième trimestre de 2022. Donc sur la fin d'année, il y a bien ce phénomène que tu évoques d'inflation par les marges. Mais c'est un phénomène qui procède de deux points. C'est un phénomène qui procède d'un rattrapage et c'est un phénomène qui procède d'une anticipation. D'un rattrapage dans le sens où pendant tout le reste de l'année 2022, et cela avait déjà été le cas en 2021, les chocs de coûts n'ont pas été répercutés dans les prix. Ça n'est que dans un deuxième temps que les entreprises ont répercuté dans leurs prix ces hausses de coûts. Et c'est pour ça qu'on a eu en toute fin d'année une accélération de la contribution des marges aux hausses de prix. Et c'est aussi une anticipation. C'est aussi une anticipation qui procède de ce que c'est en 2023 que le choc de prix de l'électricité, que les augmentations de salaires qui participent à la formation des coûts vont être vues par les entreprises. Il y a eu une note très intéressante qui a été sortie par l'INSEE au tout début de cette année, qui montrait que les fournisseurs d'électricité anticipaient une hausse, constataient plutôt une hausse des prix de l'électricité facturés à leurs clients professionnels à hauteur de 21% en 2022. Ce qu'ils attendaient pour 2023, c'est 84% d'augmentation. Parce que les prix de l'électricité, ce sont des prix qui mettent du temps avant de se transmettre dans l'ensemble du tissu productif. Et donc les entreprises, connaissant les conditions avec lesquelles elles étaient en train de renégocier leur contrat d'approvisionnement électrique avec leurs fournisseurs à la fin de l'année 2022, eh bien elles ont augmenté leurs prix avant même qu'elles ne constatent le nouveau choc de prix de l'électricité qu'elles vont payer en 2023. Donc c'est du rattrapage des hausses de coûts antérieures qui étaient intervenues courant 2021 et 2022, et c'est une anticipation d'autres hausses de coûts qui vont se manifester en 2023. Est-ce que je me trompe sur le fait que finalement la hausse énergétique en 2023 sera quand même moindre que ce qui était attendu ? Ou alors on assiste à ces 80% A priori, il pourrait être moindre. Parce que les prix de marché... S'il y a un temps entre les prix du marché, effectivement, on sait, le moment où c'est oui, tout dépend du moment auquel on va renégocier son contrat d'approvisionnement. Donc, il y a du lag qui est installé. Pour autant, il y a certains industriels qui peuvent s'approvisionner au prix du marché. Or, le prix du marché a quand même fortement diminué par rapport à ce que l'on avait connu, à l'éruption qu'on a connue dans la deuxième partie de l'année de 2022. Donc, pour ceux-ci qui s'approvisionnent au prix du marché, le coût est plus faible que ce que l'on pouvait encore redouter à la fin de l'année dernière. Mais il n'empêche que pour l'essentiel des entreprises, c'est sur l'année 2023 que ce choc électrique va intervenir. En fait, on est dans une crise de l'énergie qui est très particulière. Parce qu'habituellement, quand on regarde un choc de prix de l'énergie, on a toujours en référence le prix du pétrole. Or, quand le baril augmente, très rapidement, on a la traduction
en termes d'augmentation des prix des carburants. Là, c'est pas le cas. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu des salaires justement, parce que dans les anticipations, il y a l'augmentation des salaires. Qu'est-ce qu'on peut dire des hausses qui ont eu lieu en 2022 ? Est-ce que ces hausses de salaires ont été au niveau de l'inflation globalement, ou est-ce que ça a été différentiel selon probablement le type de secteur, le type d'activité ? On sait que le salaire minimum, évidemment, lui, est indexé, mais que dire des autres salaires ? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui a suivi ? Est-ce que les salariés ont plutôt perdu en pouvoir d'achat en termes réels ? Ouais. Alors, tout dépend de quel salarié on parle. Si on parle d'un salarié individuel qui n'a pas de prime, oui, il a perdu du pouvoir d'achat. Le salaire moyen par tête dans le secteur marchand, il a une progression fin d'année 2022 par rapport à fin 2021, il a une progression de 4% à peu près. Si on réintègre, pour une inflation qui est aux environs de 6. De 6, donc, oui, ça fait 2% de perte de... Il y a 2 points de perte de pouvoir d'achat pour le salarié qui est rémunéré au salaire moyen par tête. Mais si on réintègre les primes, notamment les primes de partage de la valeur, c'est un calcul qu'a fait l'URSSAF qui collecte la masse salariale, qui collecte les cotisations. Si on réintègre les primes de partage de la valeur, alors la progression du salaire moyen par tête a été de 5,8% fin 2022 par rapport à fin 2021. Et donc on y est quasiment. Et ça, c'est pour le salarié individuel. Ouais. Maintenant, il faut aussi se poser la question du partage qui est fait entre emploi et salaire. Or, en 2022, on a beaucoup de création d'emplois. On n'est pas loin d'avoir 3% de création d'emplois. Et on a également du salaire, mais qui est juste au niveau de l'inflation. Mais au total, la masse salariale, donc ce qui a été distribué à un nombre plus important de salariés, cette masse salariale, elle a progressé aux environs de 8% sur un an à la fin de l'année 2022. Donc il y a eu moins de progression du salaire individuel, mais plus de progression sur un nombre étendu, mais une progression forte parce que sur un nombre étendu de salariés. Donc c'est salaire individuel versus salaire collectif d'une certaine manière, si on peut le présenter de cette manière. Sur la question des primes, ça apporte de l'eau au moulin à ceux qui critiquent justement les primes et les défiscalisations diverses en disant que c'est évidemment qu'elles remplacent évidemment les hausses de salaire à long terme. Difficile de pas constater que dans l'esprit d'une entreprise, c'est quand même un arbitrage qui se fait, effectivement. C'est un arbitrage, mais qui renvoie aussi au débat que l'on pouvait avoir sur l'inflation au début de l'année 2022. Les premières décisions de hausse de taux de la BCE, c'est en juillet qu'elles interviennent, ou en juin. C'est en juin qu'on a les premières hausses. Pourquoi ? Parce que, encore au début de l'année 2022, tout le débat, c'était est-ce qu'on est sur une inflation de nature transitoire ou de nature plus durable ? Et en fait, les entreprises n'ont pas engagé dès le début 2022 des hausses de salaire importantes et se sont donné en fait la possibilité de s'ajuster avec le rôle des primes. Maintenant, sur 2023, les choses changent. Parce qu'on voit bien que l'idée d'avoir une inflation transitoire est maintenant passée par-dessus le bastingage. On est sur une inflation qui s'est installée un peu plus durablement. C'est une transitoire qui dure. On fait ça avec les impôts déjà, on connaît bien ça. Exactement, oui. Tant que les contributions dureront. Donc on a changé un peu d'optique dans la lecture de l'inflation. Et donc on est sur quelque chose qui est plus durable. Et on le voit bien dans les négociations qui se font actuellement, dans les minima de branche qui sont réévalués. On est sur des rythmes d'augmentation qui sont beaucoup plus forts que ce qui a été attendu en 2022. On va plutôt être sur du 5% dans les salaires négociés. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire de stratégies gouvernementales de lutte contre l'inflation aujourd'hui ? Il y a quand même des moyens, je crois, si je ne me trompe pas, ça doit être 58 milliards en 2023 qui sont déversés en chèques inflation divers. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à cibler ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets d'aubaine ? Est-ce que c'est des stratégies efficaces ? Est-ce qu'il y aura quand même un effet sur les ménages ? On a l'impression que dans le débat sur les retraites, il y a quand même qui a pesé beaucoup aussi, c'est l'inquiétude autour de l'inflation qui est toujours là. Ouais. C'est vrai que ce qu'a fait le gouvernement, c'est une contention d'une certaine manière. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il faut se renvoyer à ce qu'est le fondamental de l'inflation. D'où est-ce qu'elle vient ? Cette inflation, en réalité, c'est une perte de pouvoir d'achat de l'économie nationale. Pourquoi ? Parce que nos prix d'importation ont progressé beaucoup plus vite que nos prix d'exportation. On a une détérioration des termes de l'échange qui représente une perte de PIB de l'ordre de 2 points. De 2 points. 2 points de PIB. Et en fait, cette paume, elle a été prise jusqu'à présent par l'État. Mais c'est bien une question de la dissémination de cette perte. On a une perte collective de pouvoir d'achat qui est à se partager. Elle a été prise, pour l'instant, principalement par l'État. Pendant combien de temps est-ce que cela peut être le cas ? Je pense qu'on n'est pas loin du bout de la logique. Donc par la dette ? Par de la dette, bien entendu. À la fin, les 58 milliards que tu évoques, tu les retrouves bien de toute façon dans une dette qui s'est accentuée. Mais
il faut toujours partir du point de vue que quand on est sur une inflation de cette nature qui procède d'un prélèvement extérieur, c'est une paume qui est à se répartir. Et là, pour l'instant, on a fait le choix de ne pas se la répartir, ou plutôt de la répartir sur du contribuable ou sur de l'augmentation de l'endettement. Ce qui est pas forcément ce qui procède quand même un peu de la fuite en avant, me semble-t-il. On va probablement, là, on est probablement au bout de ces logiques d'atténuation. Le pari qui était aussi implicitement fait par le gouvernement, c'est qu'en ayant une progression des prix beaucoup plus faible que ce que l'on a dans la zone euro, on fait 6% grosso modo de glissement annuel sur l'inflation, en zone euro on en est à 9%. Le pari qui est fait, c'est que j'aurai moins de revendications salariales sur mon territoire relativement à ce qui va se passer en zone euro, et dans ce cas, je peux regagner un peu en compétitivité, mais au prix d'une dégradation des comptes publics. Et ce pari-là, ce qui reste un pari. Ça reste un pari. Ouais. Ça dépend évidemment des conditions du dialogue social et puis des conditions de concurrence, de rareté des talents à un moment donné. À un moment donné où pourtant le taux de chômage baisse beaucoup, qui théoriquement devrait augmenter la capacité de négociation des salariés. Mais en tout cas, il n'y a pas eu les mêmes pertes de pouvoir d'achat en France que ce que l'on a vu dans l'ensemble de la zone euro, où elles ont été beaucoup plus prononcées, où les revenus ont beaucoup moins suivi les prix que cela n'a pu être le cas en France. En 2022, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages. Ce qui est un choix de l'État de protection, ce que j'appelle l'État édredon un peu. Tout à fait, oui. Oui, il y a une protection qui est massive. Alors, il y a un débat important autour du ressenti et du réel sur l'inflation. Une des questions est, est-ce qu'on peut se satisfaire finalement d'un taux unique, puisqu'on s'aperçoit que le type d'inflation est très différent selon le type évidemment de biens et du coup selon les profils de consommation. Et on a l'impression que ce taux général, alors évidemment il en faut un parce que c'est ce qui permet d'avoir de l'indexation notamment de différentes choses, mais c'est un taux qui pose surtout à débat et qui finalement qui ne satisfait personne. C'est peut-être une réflexion que les gens ont à l'INSEE, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet pour faire évoluer la perception de l'inflation ? Alors bon, sans être un ayatollah statistique, je pense qu'on ne redit jamais assez combien on a un outil statistique en France qui est d'une puissance et d'une qualité quand même sans beaucoup d'équivalent à l'échelle internationale. Je pense que ça, il faut se le redire en permanence. Et sur la manière d'appréhender l'inflation, celle-ci, c'est un tout. C'est bien l'ensemble des prix. L'inflation, c'est la réflexion, c'est le déplacement du niveau général des prix. Donc on peut regarder effectivement des postes particuliers. D'ailleurs, on voit bien, on a communiqué, on a échangé sur des postes spécifiques. 16% sur l'alimentaire, 2% actuellement sur l'énergie parce que ça ralentit fortement. Donc on voit bien, on a déjà ces différenciations qui sont apportées. Maintenant, si on creuse un peu trop, comment est-ce qu'on va construire un consensus après autour d'un seul indicateur qui va justement servir à la négociation ? À la fin, quoi servent ces indicateurs si ce n'est à se donner des points de repère sur comment est-ce qu'on partage les conditions de la croissance dans une économie ? Et si on doit déjà commencer à se battre sur les indicateurs, je pense qu'on va perdre beaucoup de temps pour aboutir à des résultats quand même assez néfastes. Juste pour terminer sur l'inflation, est-ce qu'on peut quand même pas trouver des points positifs à l'inflation ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, tant qu'elle est relativement modérée, est-ce qu'on peut pas être content qu'il y en ait enfin un peu ? Quelque part, c'était tout à fait anormal, cette absence d'inflation. Ah mais bien sûr, si on est quelqu'un qui est endetté sur un taux fixe et qui a ses revenus qui progressent comme l'inflation, c'est bingo. Ça s'appelle l'État, ça, non ? Ouais. Plus ou moins, mais c'est ce qui fait rouler la dette. Donc on serait en dette, mais... Quelqu'un qui a acheté un bien immobilier il y a 3-4 ans, qu'il a fait avec des conditions de taux d'intérêt aux environs de 1% ou 1,5%, bon très bien, et son revenu progresse plus que 1 ou 1,5, eh bien il est gagnant. Maintenant, il y a des puissants effets redistributifs à l'inflation. Parce que précisément, on connaît tous l'adage, on ne prête qu'aux riches, eh bien c'est vrai, cet adage il est vrai. Et le bénéfice fondamental de l'inflation qui est celui d'enrichir ceux qui ont emprunté il y a quelques années, eh bien ça n'enrichira que ceux qui ont emprunté, ceux qui empruntent ce sont les riches. Vous avez en gros, quand vous regardez par niveau de revenus, les ménages les plus pauvres, ils sont seulement 23% à être endettés. Les ménages, le quintile des ménages les plus riches, ils sont 68% à avoir de la dette. Donc l'effet positif de l'inflation est lui-même anti-redistributif quand l'inflation, par la nature qu'elle a pris jusqu'à présent, en portant beaucoup sur l'alimentation, est déjà très anti-redistributif. Ce qui n'est pas effectivement un message très positif politiquement, en tout cas dur à expliquer. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe à
la question des prévisions pour la politique, pour l'économie française. C'est vrai que c'est ce qu'on demande d'abord aux économistes, c'est des prévisions. Vous avez publié, je crois qu'à la fin du mois de mars 2023, vos prévisions pour les 5 prochaines années. C'est quoi les grandes tendances à attendre alors d'ici là? Alors sur l'économie française oui. ou sur l'économie mondiale, en tout cas, déjà juste une incidente, oui, parce que en général on prévoit de la croissance, mais c'est bien aussi de regarder la géographie de la croissance. Et dans nos prévisions à 5 ans, le point qui m'a vraiment marqué, en gros les économies occidentales, c'est 40-45% du PIB mondial, de l'activité mondiale, mais d'ici 2027, ce ne sera même pas 15% de la croissance mondiale. Donc il va falloir aller chercher la croissance ailleurs. Ça, c'est fondamental. Et c'est tout à fait clé, justement, pour venir sur la croissance française. Ouais. On sait où est le chaînon manquant en France. C'est le chaînon de la compétitivité. Donc, si 85% de la croissance mondiale se fait loin de nos frontières, donc je ne parle même pas des frontières dans les économies voisines, dans les autres économies occidentales, si c'est très loin de nos frontières et qu'on a déjà un track record en termes de compétitivité qui est quand même pas terrible, eh bien, on sent qu'on n'est pas complètement bien parti. Maintenant, ce qui est clé dans la croissance, c'est comment est-ce qu'elle s'est composée actuellement. Et sur 2022, ce qui est spectaculaire, c'est que toute la croissance est venue des dépenses des entreprises. Toutes. C'est les dépenses en investissement, c'est les dépenses également en capital circulant, c'est les dépenses qui procèdent également de l'augmentation de l'emploi, qui vous crée du volume de revenus. Et donc ce sont les choix des entreprises qui ont fait la croissance. C'est pas une croissance qui est venue de la consommation, parce que celle-ci a été handicapée par le prélèvement de pouvoir d'achat. Ce n'est pas non plus une croissance qui est venue par la compétitivité, c'est vraiment une croissance qui procède de la transformation des entreprises. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait spectaculaire. Le niveau d'investissement que l'on a actuellement en France, on est 10 points au-dessus du niveau que l'on avait en 2019 environ. C'était quelque chose qui n'était absolument pas anticipé, et en tout cas pas dans cette ampleur. Et je veux y voir un peu des effets de transformation fondamentale dans des entreprises confrontées à des enjeux qui sont absolument incroyables, des enjeux de souveraineté, des enjeux de relocalisation de la production, des enjeux de transition énergétique, font que les entreprises ont vraiment fait le choix de la transformation fondamentale. Ça devrait être bon signe, ça veut dire quand même que ça favorise théoriquement la compétitivité si on fait ces efforts-là. Et puis c'est aussi le signe d'une vision positive de l'avenir, théoriquement. Oui, tout à fait. C'est aussi, ça peut être aussi vu comme le signe d'une adaptation à des changements de réglementation. Et est-ce qu'une adaptation à une réglementation vous procure une production additionnelle ? Pas forcément. Non. Ça vous procure une production qui est décarbonée, qui a des vertus, mais dont les vertus ne sont pas nécessairement sanctionnées par une valeur ajoutée additionnelle. Ça pose la question effectivement du lien entre les régulations et l'avantage compétitif, et puis aussi celle des fameuses clauses miroirs dont on parle par exemple dans l'agriculture, et de la capacité à imposer aux autres dans nos importations les normes qu'on s'impose à nous dans nos productions. Exactement, les choix que l'on fait. Et c'est vrai que ces transformations qui s'accélère, et je trouve, il y avait un indicateur que je trouve très spectaculaire. On interroge avec BPI France 600 PME tous les trimestres, et on leur demande pourquoi est-ce que vous investissez. Et on leur posait notamment une question, est-ce que vous investissez pour des motifs environnementaux ? Avant le Covid, vous aviez entre 20 et 25% des PME qui expliquaient que l'environnement participait de leur choix d'investissement. On est passé à 40% désormais. Donc vraiment, en 3 ans, on voit qu'il y a une perception du phénomène qui s'est installée dans les esprits des entrepreneurs qui est importante. Maintenant, ce qui compte, c'est d'en faire un actif, un atout compétitif. Et là, c'est pas encore gagné. Ouais. Alors, on a vu pas mal de chocs exogènes qui ont changé complètement la donne, le Covid, l'Ukraine récemment. Est-ce que dans les prévisions, vous arrivez d'une façon ou d'une autre à intégrer évidemment ce qui ressemble quand même beaucoup à des fameux signes noirs, comme dit Taleb, donc des trucs imprévisibles qu'on ne pouvait pas attendre. Est-ce qu'on est obligé de faire des prévisions en disant, bon, sauf surprise, c'est ça qui va se passer, ou alors est-ce que de temps en temps, on s'essaye à différents scénarios ? Oui, alors en général, ça va être des scénarios adverses que l'on va prendre, où on va se dire, mais what if ? C'est un peu ça, il y a toujours, c'est très fréquent qu'en fin d'année, tout le monde s'exerce, bon, qu'est-ce que c'est les 10 signes noirs qui peuvent nous tomber dessus pendant l'année qui vient. Donc tout le monde s'essaye à ça, mais ça ne peut pas être un scénario central. On ne peut jamais mettre ceci en scénario central. Et quand tu me poses la question sur les prévisions, ben nous on va donner une prévision avec un scénario presque de business as usual, et puis on va dire ça peut être plus noir si se manifeste tel phénomène. En général, on va se donner un horizon qui dépend de la démographie, qui dépend des gains de productivité, qui sont les fondamentaux de la croissance. Et on va regarder autour de ça ce qui va nous en faire dériver. Quelquefois, ça va être un choc financier, un choc bancaire, ça va être un choc géopolitique, mais sur lequel on n'a aucune compétence de géopoliticien pour pouvoir dire d'où il pourrait venir.
Sur les grands équilibres mondiaux à attendre, est-ce qu'on peut toujours imaginer ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un passage du leadership des États-Unis à la Chine, ou est-ce que c'est des choses qui peuvent être plus nuancées? On sait que la croissance en Chine quand même ralentit, qu'ils ont leurs propres problèmes. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que le monde toujours est en train le barycentre du monde est toujours en train de basculer en Asie? Pour l'instant, États-Unis et Chine, c'est exactement la même taille d'économie. C'est grosso modo 20 points de PIB quand on le regarde en parité de pouvoir d'achat. Donc on est sur des équivalences. Je n'ai pas l'impression que la Chine va prendre un leadership très important. Parce que les Américains, en fait, font tout pour se positionner vis-à-vis de la Chine. Regardez ce qui se passe sur l'IRA, c'est très intéressant. Il y a une étude qui a été sortie récemment par la European Battery Association, donc les fabricants de batteries électriques, qui montrait qu'en 2022, vous aviez un différentiel grosso modo de 30% entre le coût de production d'une batterie électrique aux États-Unis et en Chine. Et puis l'Europe est 40% au-dessus de la Chine. Donc il y avait un gap entre les États-Unis et l'Europe. Maintenant, après l'IRA, le coût de production de cette batterie est identique aux États-Unis et en Chine. Et il est toujours 40% supérieur en Europe. Parce que l'Europe, en plus, a un coût de l'électricité plus élevé. En fait, ce que dit l'IRA, ce qu'ils ont mis en place, l'Inflation Reduction Act, avec des subventions très importantes à destination des entreprises qui viennent s'implanter sur le territoire, c'est qu'ils en font un levier pour transformer leur économie, mais également pour se confronter directement à la Chine. Donc c'est effectivement, on peut se dire que c'est un conflit de leadership, mais surtout les États-Unis désormais s'envisagent fondamentalement relativement à la Chine, et tant pis s'il y a des dommages collatéraux sur ses alliés que sont les Européens. Et puis un autre point que je trouve tout à fait frappant sur la période récente, quand vous regardez le commerce chinois, les évolutions des exportations de la Chine sur la dernière année, c'est juste sur la dernière année, mais je trouve ça assez éclairant. Les exportations de la Chine vers toutes les économies occidentales, à quelques exceptions près, sont plus faibles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a un an. En revanche, les exportations vers toutes les zones émergentes sont en forte croissance. Et là où la croissance a été la plus forte, ce sont les exportations à destination de la Russie. Bon, bien entendu, parce que la Russie n'a plus accès aux produits occidentaux, et donc il a fallu trouver des substituts. Mais on voit comme une forme de repolarisation, une forme de recomposition des échanges mondiaux qui est en train de se faire et qui emporte des questions vraiment de formation de pôles régionaux. Une sorte d'immense nouveau bloc de l'Est. Oui. Et avec un enjeu financier également très important. Enfin, tu as vu toutes les initiatives qui commencent à être prises autour de la Chine pour non pas faire une monnaie des économies du Sud, mais on commence à s'approcher un peu de cette problématique, cette volonté de se dédollariser, de faire en sorte que ce ne soit pas le dollar impérieux qui donne qui structure les échanges. Tiens, là, une question intéressante, prévue, mais c'est que le dollar, la fin du dollar roi, est-ce qu'on peut vraiment y croire? Je crois que c'est Donald Trump qui commençait à expliquer qu'il était inquiet sur ce sujet. Est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on dit que ça va finir, mais finalement il ne se passe rien. Oui, le dollar, à mon avis, il va rester roi pendant encore un bon moment. Oui. Parce qu'il faut, pour qu'une monnaie ait un substitut, encore faut-il que cette monnaie circule en dehors de sa zone d'émission. Or, quelle autre monnaie que celle du dollar, que le dollar circule en dehors de sa zone d'émission? C'était même la logique de création de l'internationalisation du dollar. Il faut que vous ayez un déficit commercial. Un déficit commercial, ce n'est pas autre chose que de faire reconnaître auprès de vos créanciers votre capacité à traiter dans votre monnaie. Oui. Alors, ça a des énormes inconvénients. Hein. Ça vous donne un pouvoir politique, ça vous donne une extraterritorialité de vos règles qui est phénoménale en faveur des États-Unis. Mais la Chine, par exemple, n'est pas du tout dans une situation de déficit extérieur. Au contraire. Donc, elle ne crée pas les conditions de l'internationalisation de sa propre monnaie, si ce n'est en prêtant en yuan, mais dans des conditions qui sont quand même rédhibitoires. On voit bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de pays qui s'étaient engagés dans les routes de la soie qui commencent à être contraints par des niveaux d'endettement très élevés qui sont associés à du yuan. Donc ça ne va pas de soi, hein, l'internationalisation d'une monnaie. Alors, je voulais qu'on parle un peu du continent africain. Ça fait très longtemps qu'on attend l'émergence de ce continent. Quel rôle joue l'Afrique là, dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut attendre? L'Afrique, j'ai l'impression, est avant tout un terrain de prédation, à nouveau. On a vu la montée en puissance, enfin les prises de position chinoises, indiennes également, sur le continent africain, et plutôt l'opération en retrait de la part des économies occidentales. On voit aussi le rôle de la Russie, enfin le jeu qu'exerce la Russie. Donc je redoute que le continent africain soit encore un terrain de jeu pour des volontés
colonialiste, non, c'est plus ce terme-là, mais en tout cas, c'est un terrain de jeu où s'affrontent les puissances, bien plus qu'elle ne se prend en main, qu'elle ne devient complètement autonome dans ses choix. Ce qui favorise pas le développement, évidemment. Tout à fait. Oui, parce qu'on est sur de l'économie de prédation, par beaucoup d'aspects. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant des entreprises françaises. Au plus fort de la crise Covid, les principaux instituts, je crois la DARES en particulier, anticipaient un taux de chômage de 12% en fin 2022, et l'économie française a réussi une résilience assez incroyable, avec un taux de chômage aujourd'hui à 7%, jamais atteint depuis 40 ans. Je veux dire, on fait partie de la génération de ceux à qui on répétait que le chômage de masse, qu'on avait tout essayé. Alors, à quoi sont dus ces bons résultats ? Petite question peut-être un petit peu, pas tout à fait innocente, mais quelle est la part de l'action gouvernementale à court ou à moyen terme dans ces résultats ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces chiffres du chômage ? Bon, pour une fois qu'on a une bonne nouvelle, on dit toujours il vaut mieux que ça marche et ne pas savoir pourquoi, plutôt que ça ne marche pas et savoir pourquoi. C'est pas faux. Alors, sur le chômage, en termes d'action gouvernementale, je pense que c'est assez déterminant sur deux aspects. Sur l'aspect alternant, parce que 40% de l'augmentation de l'emploi, c'est l'augmentation du nombre d'alternants et d'apprentis qui est intervenu. En alternant un apprenti est comptabilisé. Ce qui n'est pas une façon de cacher les choses, parce que pour le coup, c'est utile. C'est pas, tout à fait. C'est pas une entourloupe statistique. Ce qui veut dire aussi, parce qu'il faut regarder l'emploi, mais il faut regarder aussi sa contrepartie, c'est gain de productivité. Or, quand on embauche plus d'alternants, ce sont des personnes qui ne sont pas en permanence dans l'entreprise, ce ne sont pas non plus des personnes qui sont immédiatement efficaces, qui demandent du temps d'encadrement, et donc vous avez une baisse de productivité. En gros, 20% de la baisse de la productivité que l'on a depuis 2019 est expliquée par l'augmentation du nombre des alternants. Mais c'est un pari. C'est un pari qui consiste à dire qu'au bout du bout, là on est dans la période de transition, de la montée en puissance du dispositif, mais une fois que le dispositif sera monté en puissance, que ces alternants seront devenus des salariés, ils seront probablement plus efficaces que s'ils n'avaient pas été formés. C'est un pari. L'autre élément qui tient à la politique du gouvernement, c'est le fait que pendant toute cette période du Covid, nous avons été, comme la DARES, nous nous sommes totalement plantés sur le chiffre de l'emploi et sur le chiffre du chômage. On attendait effectivement une progression de l'emploi et du chômage, parce que vous savez, les économistes, c'est pas des gens qui ont beaucoup d'imagination, hein. C'est des gens qui reproduisent en gros ce qu'ils ont vu par le passé et imaginer que il va se faire à peu près la même chose. Ça n'a pas été le cas. Pour une raison assez simple, c'est que les entreprises n'ont pas eu à faire les choix qu'elles font habituellement quand il y a une phase de récession très aiguë. C'est-à-dire que quand il y a une récession importante, la première des contraintes qui va s'exercer sur mon entreprise, c'est que je ne vais plus avoir, je dois préserver ma trésorerie, parce que on ne disparaît pas parce qu'on n'est pas rentable. Enfin, oui, à terme. Mais on disparaît surtout parce qu'on n'a plus la trésorerie pour faire face à ces échéances immédiates. Or, la contrainte de trésorerie, elle a été très rapidement évacuée. Ça a été les PGE notamment, qui ont permis aux entreprises d'avoir des dépôts extrêmement importants, et donc elles n'ont pas eu à faire ce qu'elles font habituellement. Donc c'est grâce, quoi qu'il en coûte, qui est quand même une politique qui, de ce point de vue-là, a été un succès. Exactement. Elles n'ont pas eu à faire les choix qu'elles faisaient habituellement. Je parlais tout à l'heure de l'investissement très important que l'on a relativement en 2019. Ça vaut aussi pour l'emploi. Ajoute à cela le fait que tu aies des difficultés de recrutement qui sont quand même pléthoriques et répandues dans tous les secteurs, et qui concerne tous les niveaux de qualification. Et dans ces conditions-là, comme tu n'as pas l'injonction qui viendrait d'une trésorerie très dégradée, l'injonction à te séparer de salariés en nombre surnuméraire, quand bien même tu ne produis pas grand-chose, et que tu sais que ces compétences, tu vas avoir du mal à les trouver sur le marché du travail, eh bien tu fais de la rétention de main-d'œuvre. Donc tu as vraiment ces effets d'alternant, ces effets de rétention de main-d'œuvre très importants, mais la rétention, elle a été permise parce que tu avais l'accès à la liquidité, que tu avais ta trésorerie qui était préservée. Alors, un autre fait qui a été moins remarqué, parce que c'est moins grand public évidemment comme chiffre, c'est le ralentissement du taux de défaillance des entreprises. Ouais. Bon. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou paradoxalement une mauvaise nouvelle, puisque ça révélerait l'existence de sortes d'entreprises zombies et d'une sorte de rétention de main-d'œuvre, comme tu l'as dit. Si tu vois les périodes de crise, comme celle que l'on a traversée, comme le Covid, comme étant des processus de recomposition de l'économie, eh bien clairement, quand tu mets tout le monde sous le couvercle, que tu protèges tout le monde, bien ce processus de réallocation ne se fait pas. Ton économie ne se transforme pas pendant cette période. Donc oui, je pense que cette montée en puissance d'entreprises zombies est un facteur qui vient figer d'une certaine manière la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ne va pas se réallouer d'une entreprise peu efficace qui aurait disparu spontanément vers des entreprises qui sont naissantes ou vers des entreprises plus efficaces. Donc c'est un des éléments probablement qui participe à la dégradation de la productivité sur la période actuelle. Pour le coup, c'est l'autre face de la médaille du quoi qu'il en coûte. C'est le couvercle, l'effet couvercle ou un peu
un peu édredon. Ouais. Alors, tu as fait allusion à la productivité, mais je crois que c'est vraiment quelque chose dont il faut un petit peu parler aussi. Si la bataille du travailler tous semble en passe d'être gagnée, la bataille du travailler mieux est loin d'être engagée, parce que depuis 2016, la productivité française a progressé que de 0,3%, je crois, 3 fois moins que la moyenne de l'OCDE. Depuis 2009, elle a même baissé de 3%. Quelles en sont les causes ? J'aimerais quand même revenir sur le début de ta question. Le travailler tous, c'est pas gagné. C'est pas tout à fait gagné. Pourquoi ? Parce qu'il y a 7% encore et ça reste beaucoup. Et puis dedans, il y a quand même des statistiques des gens qui sont des alternants, c'est ça ? Oui, il y a cet élément, mais plus fondamentalement encore, pour moi, la faiblesse congénitale une des faiblesses congénitales de l'économie française, c'est le taux d'emploi des non formés. En fait, quand tu regardes, quand tu prends les personnes qui ont le plus faible niveau de formation initiale, qui ont en gros le niveau brevet des collèges, on va dire. Tu as 53% de taux d'emploi de cette population. Ça représente 5 millions de personnes à peu près. Tu as 53%. En moyenne, il n'y a aucun autre pays européen, aucun autre grand pays européen qui a un niveau aussi bas de taux d'emploi de cette catégorie de population. Donc le travailler tous, on ne l'a pas. Pour l'instant. Par exemple, l'Allemagne est à 65% de taux d'emploi sur cette catégorie. Pour quelle raison notre économie arrive moins à employer les gens moins formés que les autres ? Parce qu'on pourrait comprendre que c'est difficile difficilement employable dans notre économie. Pourquoi c'est pas le cas ailleurs ? Ils ont des entreprises, des activités qui font qu'ils arrivent à donner accès à l'emploi à ces gens-là ? Je ne saurais pas te dire précisément pour les autres, mais ce que l'on voit par exemple dans notre pays, et je trouve que le marché du travail fonctionne un peu dans un registre à double détente. C'est un registre dans un premier temps de la frustration et de l'exclusion. Je m'explique. En fait, tu as un effet signal qui est apporté par le diplôme, qui est très valorisé en France. Et donc pour un métier même à faible qualification, tu vas toujours préférer prendre quelqu'un qui aura une diplomation un petit peu supérieure. Et donc tu as vraiment cet effet où tu vas embaucher pour des tâches moyennes des personnes avec un niveau relativement élevé quand tu arrives à les avoir. Et donc tu vas avoir des gens qui peuvent se retrouver frustrés dans leur métier parce que ne correspondant pas au niveau auquel ils pouvaient espérer. Et bien en même temps, tu as comme un jeu de taquin qui s'exerce, c'est-à-dire que sur un niveau de qualification, tu vas prendre quelqu'un d'un peu supérieur, le niveau de qualification en dessous, tu vas prendre celui qui aurait été au niveau de qualification supérieure. Donc c'est le chaise musicale, le dernier il a plus rien. Mais le dernier il a plus rien. Le dernier c'est le domino qui tombe et donc là tu vas te retrouver dans le registre de l'exclusion. Et on est à 7% de chômage. Actuellement, les objectifs, c'est d'arriver à 5%. Mais d'une certaine manière, on a fait le plus facile jusqu'à présent. On a mis en emploi tous ceux qui spontanément... C'est toujours le dernier pourcentage qui sont les plus difficiles à gagner. C'est le dernier kilomètre. Tu as le dernier kilomètre et on est dans le dernier kilomètre actuellement pour faire revenir ceux qui ont été durablement éloignés de l'emploi, qui ont peut-être des qualifications qui ne correspondent pas à ceux qui se trouvent demandés sur le marché du travail. Et là, il y a un effort très important, très déterminé à faire pour pouvoir remettre en emploi cette catégorie de population. Alors pour revenir à la productivité, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors voilà, donc là c'était le volant travailler tous. Je vois que tu suis bien tes... Ah oui, non, je suis. Donc ça c'est le volant travailler tous. Maintenant, sur la productivité, il se passe... je pense qu'il y a deux manières de lire l'effet de productivité, ou plutôt trois. Il y a l'effet donc alternant. 20% de la baisse de productivité, à mon avis, est expliqué par l'effet alternant, mais donc on peut espérer que c'est temporaire. Deuxième élément, la rétention de manœuvre, et notamment, en fait, vous avez ces trois secteurs simplement qui expliquent 80% de la baisse de productivité. C'est l'industrie, la construction, le commerce. Dans le cas de l'industrie, qui explique un tiers de la baisse de productivité que l'on a par rapport à ce que l'on aurait dû avoir tendanciellement. Dans le cas de l'industrie, on peut espérer un redémarrage par le haut, par une valeur ajoutée qui revient. Par exemple, vous avez la valeur ajoutée dans le secteur des matériels de transport, l'automobile, l'aéronautique, est 30% en dessous de son niveau de 2019. L'emploi est 2% en dessous de son niveau de 2019. Donc vous avez un effet productivité qui est massif dans ce secteur. C'est pas une lecture macro qu'il faut avoir sur la productivité, me semble-t-il. C'est vraiment une lecture qui est décomposée au niveau du secteur. Bien entendu, il y a des déterminants macro, mais il faut rentrer dans les secteurs. Donc on peut espérer que l'aéronautique ayant redémarré, les carnets de commandes étant quand même plutôt bons dans ces secteurs, et bien que la valeur ajoutée redémarre et que on retrouve un emploi un peu plus important. Donc ça c'est le deuxième aspect. Mais en revanche, dans le secteur du commerce, par exemple, là, je pense qu'on a plus devant nous un ajustement par le bas. On ne va pas rester sur des niveaux de productivité
aussi dégradé, mais on voit bien avec les premières enseignes qui ont commencé à disparaître qu'on a devant nous plus un ajustement par la réduction de l'emploi dans ce secteur que par un relèvement de la valeur ajoutée. Et puis troisième élément, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'effet zombie probablement qui est intervenu et qui laisse à penser qu'on maintient en vie des entreprises qui ont un niveau d'efficacité plutôt plus faible. Les défaillances vont remonter. Probablement, je pense que c'est une des prévisions presque les plus fiables que l'on peut avoir. Est-ce que ça va nous dézombifier l'économie? Peut-être pas complètement. Quelles sont, pour terminer sur ce sujet entreprise, avant ma dernière question, donc les principales préoccupations des entreprises ces prochaines années? Évidemment, on pense à l'écologie, c'est la priorité, mais aujourd'hui, comment les entreprises voient l'avenir là? Je pense qu'elles ont, un peu à l'image de ce qui s'est passé dans l'ensemble de la société, elles sont confrontées à une nouvelle problématique que l'on pensait totalement évacuée pendant les 40 dernières années, ce qui est la problématique des approvisionnements. En fait, elles pensent... On avait perdu l'habitude que la supply chain soit un vrai problème. Exactement. Et en fait, d'ailleurs, ça va changer un peu les poids dans les entreprises. Hein. La fonction achat va être a priori beaucoup plus importante alors qu'elle était plutôt sous-valorisée jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, on prenait comme acquis le fait que tu trouveras toujours un fournisseur pour... Il suffisait de choisir. Voilà. Oui, il suffisait de choisir. T'en as un qui fait défaut, c'est pas grave, voilà, j'en trouve un autre. Ben non, là, cette première des sécurités pour pouvoir produire n'est plus garantie. Et donc ça change fondamentalement la façon dont les entreprises s'envisagent dans leur environnement. Elles ont aussi intégré, je l'ai évoqué, très fortement la transition environnementale. Franchement, il n'y a pas une fois, enfin, quand j'interviens en entreprise, il n'y a pas une fois où le thème ne revient pas. Cette question est là. Et d'une certaine manière, ça remet vraiment au centre du jeu l'entreprise. Parce que faire de la transition environnementale, c'est véritablement faire du choix, c'est prendre du risque entrepreneurial. On ne sait pas quel sera l'horizon technologique, il n'est absolument pas balisé. Mais on retrouve l'essence même de l'entrepreneur, celui qui va faire son choix à un moment dans la palette de solutions technologiques qu'il y a et de celles qui vont émerger pour pouvoir apporter la réponse la plus efficace à ce double objectif de réduction de l'empreinte tout en restant dans un espace de rentabilité. Et s'il y a un défi que nous posent les entreprises à nous, économistes, c'est bien celui de la construction, de la conciliation entre ces enjeux de transition, qui ne sont pas des enjeux économiques qui vont vous apporter la rentabilité, avec l'enjeu de croissance, parce qu'il y a une aspiration à la croissance qui est toujours là. On voit bien avec le débat sur le pouvoir d'achat. La dernière question et la question signature de Sapiens, c'est comment on choisit son métier, comment on devient conjoncturiste économique, économiste, comment on y arrive? C'est toujours la question, est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est par vocation depuis très longtemps? Non, il faut laisser faire le hasard. Il faut laisser faire le hasard et puis et mesurer sa chance. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire un métier qui est formidable parce que tu le réinventes tous les matins. Tous les matins, quand tu me posais la question, comment on fait de la prévision à 5 ans et que d'un seul coup te tombe sur le coin du nez, enfin sur nous ça fait pas très mal, mais un conflit en Ukraine, comment tu dois repenser toutes tes manières d'appréhender l'économie. Donc c'est un métier qui est formidable, mais je n'imaginais même pas qu'il existait quand j'ai commencé mes études. Donc il y a une part de hasard, il y a une part de chance, et puis après faut aimer l'économie, faut aimer l'histoire, faut aimer faire des maths, faut aimer communiquer. Voilà, c'est tout cet ensemble de compétences qui est demandé, qui font que c'est un métier qui est formidable. Merci Denis Ferrand, merci. Merci.